Et en fait, ce que disait Warren Buffett, c'est d'abord tu économises, puis tu dépenses. Parce qu'en fait, si t'as 2000 euros, tu dis bah vas-y, je dépense 2000 euros et j'économiserai peut-être à la fin. Bah, donc si je t'enlève dès le début 300 euros, tu vas te forcer à vivre avec 1700. Parce que souvent, les gens, en fait, quand ils augmentent leur salaire, ils vont doubler leur train de vie. Moi, je reste convaincu que n'importe qui, en un mois, peut avoir 100 000 abonnés sur TikTok si tu fais 60 vidéos. En fait, si vous n'y connaissez rien, commencez par les choses les plus simples. Pour moi, acheter une résidence principale est évidemment un très bon plan. Le plus gros problème pour les gens, c'est de payer un loyer. Le loyer, c'est peut-être 50% des revenus des gens. Salut à tous, c'est Maxime Astuce, étudiant, entrepreneur et créateur de contenu. Sur les réseaux, je partage tous les jours des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Dans ce podcast, je vous propose de partir avec moi à la rencontre de personnalités hors du commun pour comprendre la recette de leurs exploits. Artistes, entrepreneurs, influenceurs et j'en passe, ils nous partagent leurs meilleures astuces, celles qui les ont menés au succès. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Charles Sterling, une star des réseaux sociaux. Salut Charles, comment tu vas ? Ça va Maxime et toi ? Super, très heureux de t'accueillir ici. Avec près de 3 millions d'abonnés à travers différentes plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube, Charles est bien plus qu'un créateur de contenu, il incarne la fusion parfaite entre expertise financière et maîtrise des réseaux sociaux. Diplômé d'école de commerce et spécialisé en finance, Charles a commencé sa carrière dans le secteur bancaire avant de se lancer dans l'univers du conseil en data stratégie. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on le connaît bien plus, partageant astuces, analyses économiques et conseils financiers à des millions de followers. Aujourd'hui, nous plongeons dans le parcours fascinant de cet entrepreneur 2.0, des premiers pas sur TikTok aux collaborations avec des marques prestigieuses. Charles, bienvenue dans ce podcast. Merci pour l'invitation Maxime. Un plaisir de te recevoir. En plus, on se connaît très bien du coup dans la vie perso, donc ça va être assez sympa. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment déjà en école de commerce, qu'est-ce que tu as fait exactement et comment après t'es arrivé jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Du coup, en fait, moi, j'ai fait prépa, commerce, puis donc école de commerce avec master finance. Bon, depuis le début, j'étais prédestiné dans tous les cas à parler de sujets financiers. Et en fait, à la sortie d'école, je me suis dit, faisons un peu quelque chose de productif, essayons de faire apprendre aux gens, faire découvrir le monde de la finance, qui est très complexe. D'ailleurs, on utilise des termes très compliqués pour pas que les gens comprennent. Et je me suis dit, moi, j'avais adoré en fait mes cours d'économie comportementale, de finance. Je me suis dit, comment je peux rendre ça accessible au plus grand nombre en faisant des vidéos de 30 secondes. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Donc en même temps que mon premier emploi, donc dans un cabinet de conseil, donc en data stratégie dans le secteur bancaire, je me lance sur TikTok avec l'objectif, en fait, au bout d'un an, d'avoir 100 000 abonnés. En fait, au bout de 6 mois, j'en avais déjà 500 000. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin carrément. Mais donc, voilà, j'ai réussi vraiment à lancer un petit truc sur les réseaux sociaux en parlant de finance. Après, forcément, j'ai commencé à m'ouvrir, à être beaucoup plus grand public, à parler d'économie, de tech, d'astuces du quotidien, de tout, même de musique. Mais aujourd'hui, simplement, c'est la volonté de transmettre un message, de faire découvrir de nouvelles choses aux gens en 30 secondes ou en 1 minute. Mais ça peut être parfois très superficiel, mais c'est juste pour faire germer l'idée de quelque chose chez les gens qui m'écoutent. Mais du coup, t'avais déjà commencé un métier et t'as fait la création de contenu en même temps ? Carrément. J'ai commencé en fait mon premier emploi, mais je pense 10 jours après ma première vidéo sur TikTok. Ah oui, donc hyper récent. Donc en fait, t'étais déjà directement dans l'univers des réseaux sociaux ou c'est vraiment quelque chose que t'as découvert Enfin, tu étais quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser les réseaux, de publier un peu de contenu ou... Mais alors, pas du tout. Je n'ai jamais vraiment publié du contenu. En fait, j'ai toujours été en privé sur tous les réseaux. Et en fait, je crois que c'était en 2018, durant un stage quand j'étais à Londres en banque. Il y avait un vendeur d'actions qui me dit ouais, j'ai découvert TikTok, c'est quoi? Le mec avait 60 ans et il me dit c'est quoi? Moi j'installe TikTok pour pouvoir lui pitcher pourquoi TikTok c'est bien. Et je commence à voir, et à l'époque en fait c'était que des danses, Fortnite, que des trucs comme ça. Donc le mec n'était pas forcément intéressé, il me demandait comment fonctionne le business model. À l'époque il y avait très très peu de pubs en fait, il y avait rien qui se passait dessus. Ils se demandaient comment ça pouvait gagner de l'argent. Et en fait en revenant de ce stage, j'ai commencé à regarder vraiment TikTok de plus en plus. Pendant 1 ou 2 ans je regardais. Et ensuite, il y a eu forcément les confinements où on a passé beaucoup de temps dessus. Et ensuite, je crois que c'est la première vidéo, c'était fin décembre 2020. Donc, c'était vraiment juste avant le Nouvel An. Et la première vidéo était sur l'ARN messager. Qu'est-ce que c'était? La vidéo, je crois, elle a fait 200 ou 300 000 vues. Sur l'ARN messager, sur le vaccin Covid, sur comment fonctionne le vaccin Pfizer. C'est ma toute première vidéo, tout en bas de mon compte, c'est le vaccin Pfizer. Comment ça fonctionne? Cette vidéo, je crois qu'elle a fait 200 ou 300 000. Ça. Pas du tout. Okay. Ça n'est pas du tout d'économie, mais juste que je trouvais intéressant d'expliquer comment fonctionne le vaccin. Et après, en fait, il y a les vidéos d'économie qui sont arrivées tout de suite après. Mais je sais pas, je me suis dit, parlons de ça, ça avait l'air cool d'en parler. Je me suis dit, let's go là-dessus. Et tu fais quoi exactement comme contenu
parce que du coup, économie, finance, c'est un peu large. C'est Ah, quoi que c'est tu fais? extrêmement large. Les premières vidéos, quand on retombe au début de mon compte, si les vidéos sont encore en public, c'est vraiment qu'est-ce que les produits dérivés, qu'est-ce que les call options, les put options, qu'est-ce que la crise de 2008, expliquer très basiquement qu'est-ce que l'inflation, l'hyperinflation, vraiment les concepts économiques dont on entend parler aujourd'hui au quotidien, mais il y a 3 ans, c'était pas vraiment l'actualité, parce qu'il n'y avait pas d'inflation de toute façon, ou qu'est-ce que les taux d'intérêt, ce genre de choses, comment fonctionne la banque et les bourses. Ensuite, je peux aussi parler d'investissement, donc comment investir au quotidien pour préparer sa retraite, pour faire de l'immobilier, pour faire plein de choses très différentes. Et ensuite, bah, vraiment aujourd'hui, c'est des astuces, comme tu le vois, Ouais. comment économiser de l'argent chez Ikea, chez McDonald's, ou n'importe quoi en fait en général. Donc c'est vraiment très très large aujourd'hui. Mais initialement, c'était vraiment très niché, finance, bourse. Évidemment, bon, l'ARN messager, d'accord, le vaccin, mais sinon en général, c'est vraiment pure bourse quoi à l'époque. Ok, donc là, le but, c'est en fait un peu expliquer les concepts qu'on peut avoir en Tout bourse. à fait, clairement. Ok. Euh, du coup, tu as eu une ascension assez vite. Donc en 6 mois, tu avais 500 000 abonnés. Bon, aujourd'hui, tu en as quasiment 3 millions. C'est quel conseil tu donnerais, tu vois, à une personne qui voudrait se lancer sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Bah, je pense que le meilleur conseil, c'est de faire énormément de vidéos. En fait, moi, ce qui a marché, c'est qu'à l'époque, pendant genre, ça fait 3 ans et demi, je pense que pendant 2 ans et demi, j'ai fait 2 vidéos par jour. Et en fait, plus t'en fais, plus t'as de chances de percer, c'est évident en fait. Tu vois, si t'en fais 2 par jour, tu vas pouvoir améliorer toujours plus les vidéos. Donc en fait, quand t'en fais 700 vidéos, bah, t'as forcément un historique pour t'améliorer beaucoup plus grand que si tu fais une vidéo par semaine en fait, parce que tu auras moins de temps pour essayer et itérer une nouvelle chose. Et je pense que la régularité et le fait de faire beaucoup, beaucoup de flux fait que tu vas t'améliorer beaucoup plus rapidement qu'une autre personne. Moi, je reste convaincu que n'importe qui, en un mois, peut avoir 100 000 abonnés sur TikTok si tu fais 60 vidéos. Bon, évidemment, s'il faut pas que ce soit des vidéos bidons, mais si c'est de vraies vidéos, que tu as un vrai contenu éducatif notamment, c'est évident que tu vas percer sur TikTok parce que c'est le principe même de TikTok, c'est de faire percer n'importe qui. Pourtant, moi, je trouve ça vachement dur, tu vois, faire 2 vidéos par jour. Je trouve ça plus facile, tu vois, de faire une vidéo par jour et t'avais beaucoup plus de visibilité avec une vidéo par jour que deux vidéos. Alors moi, j'avoue que quand j'ai commencé, c'était il y a 3 ans et demi, Ouais, où à l'époque, pour le coup, c'est vrai que les vues étaient très différentes. C'est-à-dire que j'ai vraiment, moi, quand je regarde mon compte, j'ai parfois des vidéos qui font 2 3 millions de vues, mais à la suite, deux fois par jour en fait. Mais à l'époque, on pouvait faire 1 million de vues vraiment en 8 heures. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est beaucoup plus étalé. Donc peut-être que l'algorithme a un peu changé, mais pour moi, faire des vidéos tous les jours, c'est au moins une par jour, c'est évident. Deux, en fait, je pense que si éventuellement tu peux leur mettre 7 8 heures d'écart, tu peux en mettre une le matin, une l'après-midi en fin de journée, ça peut passer. Moi, je sais que ça avait extrêmement bien fonctionné. Après, en fait, encore une fois, les très bonnes vidéos finiront toujours par percer. Et en fait, c'est pas grave. Moi, je vois plutôt la création de contenu pour moi, c'est comme un album. En fait, quand Taylor Swift sort un album, il y a 20 musiques, il n'y a pas 20 bangers. Il y en a, je sais rien, s'il faut, il y en a 10. Et les 10 autres, elles sont bien, mais c'est pas exceptionnel. Et en fait, pour moi, les vidéos, c'est pareil. Tu vas sortir 30 vidéos, bah, il y en a peut-être que 10 qui sont vraiment extrêmement bien. Le reste, bah, c'est un peu pour agrémenter toutes les autres vidéos pour dire bah, je continue à faire du contenu. Tu montres aussi aux algorithmes que tu es quelqu'un de sérieux et qui fait du contenu. après, le truc que je retiens dans ce que tu dis et que je partage totalement, c'est le fait de faire tellement de vidéos que tu vas progresser de plus en plus et qui fait que tu vas finir par percer. Donc toi, c'est vraiment la répétition en fait de faire que tu vas faire que progresser Ah bah oui, qui fait que bien sûr. tu vas réussir En à fait, au percer. début, tu vas trouver. En fait, au début, quand tu commences, t'as pas de concept, t'as pas de série de vidéos qui peuvent sortir, donc en fait tu dois tester plein de choses. Et en fait quand tu as une vidéo qui va marcher dans une thématique, mais ensuite c'est de faire une série de cette vidéo. Les vidéos qui marchent extrêmement bien chez moi, c'est ce que tu as les trucs sur les iPhones. Quand j'ai trouvé cette petite astuce des iPhones, mais j'ai vidéo, j'en ai fait, j'en sais rien, j'ai dû en faire 100 sur les iPhones. Et en fait une fois que tu as un concept qui marche, bah, tu le répliques en boucle. Mais mes vidéos iPhone commencent toujours de la même manière. C'est que tu as un iPhone, alors fais ça tout de suite. Et en fait, quand tu as un truc qui marche, bah, il faut le faire en boucle, en boucle, en boucle, parce que tu as plein d'astuces différentes. Après, c'est à toi, en fait, de changer ce dont tu parles à l'intérieur. Mais en soi, une fois que tu as un concept qui fonctionne, bah, il faut aller à fond, tu l'épuises, tu en trouves un autre. Et en fait, c'est en itérant et en tentant plein de choses que tu vas trouver des concepts qui marchent, évidemment. Mais du coup, c'est quoi les secrets d'une vidéo virale? Bah, celui du vidéo viral, je pense que ça dépend énormément des gens. Parce que toi, comment on connaît des gens ont fait des vidéos très similaires aux nôtres, mais qui arrivent à faire des vidéos d'une minute qui marcheraient bien. Mais nous, je suis pas sûr que ça marcherait, tu vois, pour le coup. Mais je pense que ça dépend aussi, en fait, les gens à quoi ils t'identifient, je pense, beaucoup. Genre, typiquement, depuis que j'ai fait des vidéos sur les iPhones, dans toutes mes vidéos qui ne parlent pas d'iPhone, les gens me posent des questions sur les iPhones en continu. Je n'en peux plus. Et les vidéos sur les iPhones, en gros, tu donnes des astuces iPhone Exactement, sur pour apprendre. comment bien utiliser son iPhone au quotidien, économiser la batterie, ce genre de choses. Et en fait, les gens ensuite, ils identifient ta tête. Toi, on sait que c'est les astuces, tu vois, donc on sait que tu vas donner un site, un bon plan. Et si tu parlais peut-être, tu vois, de musique, ça serait peut-être très intéressant, mais les gens se diraient, mais
Ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais, Et la ouais. vidéo qu'il faut que moi, si moi je la fais, s'il faut, elle fonctionne, tu vois. Donc en fait, ça dépend vraiment les gens à quoi ils t'identifient très rapidement. Évidemment, comme on dit toujours, c'est les 3 premières secondes qui vont fonctionner le plus. Donc en fait, moi je donne souvent en fait, des mots-clés. Typiquement, quand je dis iPhone, bah, tous ceux qui ont des iPhones vont écouter. Si t'as pas d'iPhone, normalement, tu vas pas écouter. Si je te dis par exemple Taylor Swift, bah, si tu adores Taylor Swift, tu vas écouter. Là, la vidéo que je sortis hier, c'était la fortune de Taylor Swift au fil des années. Bon, mais si tu adores Taylor Swift, tu vas écouter forcément, tu veux savoir comment elle a gagné de l'argent, ce genre de choses. Et en fait, tu as des mots-clés, ou comme le mot-clé Elon Musk, Tesla, Amazon, bon, c'est très bien que ça marche. Emmanuel Macron, c'est des trucs qui marchent. Donc en fait, il faut utiliser quand même des mots-clés qui parlent aux gens. Si tu veux parler, par exemple, de marketing, mais tu me parles d'une marque bah, qui est inconnue, ça peut être extrêmement intéressant, mais tu vas pas m'avoir. Si tu me parles du marketing de Burger King ou de Coca-Cola, potentiellement, bah là, tu sais que ça peut être fort parce que ce sont des marques qui réussissent très bien là-dedans. Donc il faut utiliser pour moi des mots-clés qui fonctionnent bien et forcément les 3 premières secondes sont les plus importantes. Mais après, il faut quand même tenir les gens, surtout le reste de la vidéo, sinon ça ne sert à rien malheureusement. Donc, ok, donc l'accroche et réussir à garder l'attention des Ouais, gens. c'est le storytelling, mais ça en fait c'est très difficile à expliquer. En fait, c'est plus toi qui le trouves progressivement sur comment tu dois faire en fait des vidéos. Et je pense que vraiment, c'est en faisant plein de vidéos, en tentant plein de nouveaux concepts, que tu vas trouver en fait ta manière d'expliquer un concept ou une histoire. Parce qu'honnêtement, toi et moi, on peut avoir la même thématique, mais pas raconter la même chose. Et pourtant, on parle du même sujet, tu vois, potentiellement. Moi, je vais quand même rajouter un truc par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on parle aussi très simplement. On n'utilise pas des mots très compliqués et le but, c'est de pouvoir parler à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre le message Bah, c'était assez l'objectif, hein. Tu vois, facilement. quand je parlais de finance, c'était d'expliquer les produits. Si je dis aux gens les produits dérivés, ça ne parle à personne. Mais si je t'explique les produits dérivés sur comment je te propose la proposition d'acheter une cravate, bah d'un coup c'est beaucoup plus concret parce qu'en fait tu sais ce que c'est une cravate et en fait tu mets des mots simples. C'est ce qui fait fonctionner, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est prendre des choses compliquées et de les rendre très simples. Je suis d'accord avec toi, les gens vont comprendre beaucoup plus facilement et se dire mais en fait je pensais que c'était fou, la crise de 2008 c'est hyper compliqué et tout. Mais si je t'explique simplement avec des mots simples, forcément ça va pas être très détaillé, parfait. Mais au moins, tu vas te dire, bah ok, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et si toi, ça t'intéresse, derrière, tu peux aller creuser le sujet par toi-même. C'est aussi ça, aussi, je pense, la curiosité des gens, c'est d'aller creuser par eux-mêmes les thématiques dont on parle sur les réseaux, c'est évident. Ok. Tu m'as dit, ça faisait 2 mois là, du coup, que tu avais quitté ton job. Donc là, tu étais à fond sur la création de contenu. Au départ, comment tu as réussi à concilier la création de contenu plus ton job à côté? Enfin, combien de temps déjà aussi ça te prend de faire de la création de contenu? En plus, je sais que tu es aussi chroniqueur à BFM Business. Enfin, tout ça, comment tu arrivais à concilier les trois en même temps? Ah, c'était très compliqué, hein. Au début, quand j'ai commencé, alors moi, quand j'ai commencé, tu vois, je venais de commencer mon travail. Enfin, on gagnait pas d'argent sur les réseaux, donc je faisais vraiment ça pour le fun. En fait, je faisais ça le soir après le travail, après manger, le week-end. Vraiment, en fait, je sortais pas de chez moi. De 14h à 20h, je tournais 40 vidéos d'un coup, en fait. Donc, en fait, ça requiert une très bonne organisation. Si tu es très bien organisé, il n'y a aucun problème de sortir 2 vidéos par jour pendant un mois, parce qu'en fait, tu les prépares en avance. Et après, en fait, donc ça me prenait beaucoup d'heures le week-end. Mais après, le soir, en fait, je montais la vidéo, les 2 vidéos du lendemain. Donc ça me prenait, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes. Je regardais un film, je faisais ça en parallèle. Mais je pense qu'en moyenne, ça prend 15 à 20 heures par semaine. Après, forcément, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des collabs, à être invité à des événements, tu rends un peu des comptes à des gens, en fait, à des marques. Donc, il te faut plus de temps. Mais en fait, très simple, je le faisais, je me levais plus tôt le matin et je travaillais donc après manger le soir. Et là, la dernière année à mon travail, j'étais à 80%. Donc en fait, j'avais un jour par semaine où je ne travaillais pas et donc je pouvais travailler pour les réseaux. Et donc c'est là où je faisais le plus de choses possible durant cette journée-là. Mais après, donc j'arrivais quand même à bien m'organiser. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, je faisais juste des vidéos. Maintenant, comme j'écris quand même une newsletter, j'essaie de faire des vidéos longues sur YouTube. J'essaie un peu de créer un écosystème. Forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est mieux. C'est pour ça que j'ai démissionné. C'est que j'arrivais à vivre financièrement de ça, mais j'avais plus le temps. En fait, t'as plus l'énergie. Quand tu dois travailler de 9h à 19h, t'as pas forcément envie de tourner une vidéo, même si elle est sponsorisée, hein, t'as quand même la flemme de te dire bah la journée est écran, t'as passé ta journée sur un écran, tu dois encore faire ça, perdre du temps. Après tu le fais avec plaisir, parce que quand t'es payé, c'est forcément avec plaisir, mais ça reste quand même que les journées sont très longues et à la fin t'en as un peu marre de tenir sur le long terme, c'est compliqué. Donc, du coup, au début, tu le faisais sans forcément être payé. Donc, c'était vraiment. Ah bah ça n'a jamais été l'objectif. J'ai jamais eu l'ambition de gagner 1 euro sur les réseaux sociaux. Pendant la première année, en fait, j'ai dû faire, je crois, 2 collabs max. Et j'ai refusé pendant des mois et des mois des collabs, mais des collabs avec très grandes marques. Je leur disais, mais je vois pas l'intérêt d'être payé, faire des vidéos et tout. Et à la fin, bon, on commence à nous proposer des tarifs tellement élevés, tu te dis, bah tu peux pas refuser ça. Comme c'est des marques que t'aimes bien, il n'y a aucune raison de refuser, tu vois. Mais après, tu pouvais pas savoir aussi que ça allait marcher. Donc, en vrai, tu t'es juste dit, je Oui, c'est produis ça. du Non, mais contenu. évidemment, quand tu commences, tu te dis pas, je vais gagner de l'argent, en fait. Après, quand j'ai commencé à avoir 500 000 abonnés, je me disais, bah évidemment que tu peux faire de l'argent, hein.
Non, mais toi, le but, c'était Ah, moi, c'est renseigner le plus. juste enseigner et pour le kiff. Et je me suis dit, je vais participer potentiellement à des choses. Moi, en fait, je fais plus ça pour l'expérience influenceur. Typiquement, tu vois, on participe à des événements. Mardi, typiquement, j'étais avec mon agent. Je lui dis, j'aimerais bien aller voir le concert Taylor Swift. Bah, elle m'a eu des places. Vendredi, j'étais en loge VIP au concert de Taylor Swift. Et donc, ça, c'est exceptionnel parce que c'est improbable. J'aurais jamais pu avoir des places par moi-même. Et en fait, c'est plus le côté, les expériences que l'on vit avec ça. Quand je suis invité à Roland Garros, bah forcément, c'est trop cool de vivre ça, tu vois. Et malheureusement, quand t'as pas d'abonnés, bah, tu n'as pas accès à cela. Mm. Toi, c'est vrai que je te vois à tous les événements. C'est un Moi, truc dès de qu'il y a un fou. événement, j'y vais. Moi, je suis un très bon client là-dessus. Moi, tu m'invites à sortir, je suis là, dispo. Alors, en plus, quand c'est des trucs qui sont très cool et tout, c'est évident que je vais y aller. Ah ouais, parce que voilà, toi, à chaque fois, vraiment, dès que je suis allé à une soirée, t'étais là, quoi. Ah, mais je fais tous les. Ah, bah après, c'est aussi la stratégie de se faire voir forcément le plus possible. Mais moi, j'adore rencontrer et tout, même si je passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes, mais juste aller à des événements, sortir de chez moi, moi, j'adore faire ça. Donc, en plus, c'est vraiment la meilleure combinaison pour moi. Enfin, comme je travaillais, tu vois, j'avais le côté social et tout, mais après, tu as aussi le côté extra-social. Bah, tu vois, moi, mes potes d'école, ils sortaient beaucoup moins et tout, ils étaient mariés, ils ont des enfants, ils sortent moins. Bah, forcément, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu as trop envie de sortir, d'aller faire la fête. Et franchement, ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'être sur les réseaux, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Et forcément, aller à des événements, pour moi, c'est le meilleur truc. Et on va en parler après, mais de tout ce qui est collaboration, etc. Mais c'est à partir de combien de temps que tu as commencé à avoir des opportunités, que ce soit des événements, collaborations, etc. C'est à partir de combien d'abonnés, combien de temps tu as réussi à. Je dirais que les premières marques à me contacter, c'était au bout de 2 ou 300 000 abonnés. Après, on était sur une niche à l'époque où en fait, il n'y avait aucune marque de notre niche. Comme en fait, on travaille concrètement avec des assurances, des banques, des sites de trading, bah, à l'époque, TikTok, c'était encore très mal vu. Donc en fait, c'était bien. Je crois que la première collaboration, c'était au bout de 8 mois, tu vois, au mois d'août, où Trade Republic, le site de trading allemand, voulait en fait entrer en France. Et en fait, ils ont contacté, je crois, le top 3 finfluenceurs pour en fait parler de finances sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'était au bout de 8 mois. Après, au bout de, je crois même, de quand même 3 ou 4 mois, j'avais des marques comme Lydia qui avaient commencé à me contacter, ce genre de choses. Mais moi, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, vraiment, il y a 3 ans et demi, l'écosystème de TikTok n'existait pas à Paris. En fait, il n'y avait absolument rien. Et c'est Vito Vidéo qui a commencé ensuite à faire un peu des petites soirées comme ça, à inviter des gens. Et je crois, voilà, je crois je crois que dès la première année, hein, il y a eu les For Unite, les soirées TikTok. Donc là, on a commencé à rencontrer des gens. Mais au début, la première année, ouais, on était tous bah, derrière des écrans, chez nous, tout seul. Et c'est après, voilà, au bout d'un an, où ça a vraiment commencé à décoller. Il y a eu plein d'événements, les gens ont commencé à se rencontrer parce que on se connaissait pas en fait. C'est difficile d'aller parler à des gens sur les autres que tu n'as jamais vus. Maintenant, ça se fait un petit peu plus, tu vois. Mais à Ouais. l'époque, ça se faisait pas du tout. Surtout sur TikTok, c'était très très large comme type de personne. Et voilà, je pense que la première année, c'était plus la partie lancement. Et après, bah, ça suit évidemment. De chaque année, on a de plus en plus d'invitations, évidemment. Ouais, donc carrément. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas toi, quand est-ce que Après, c'était au bout de combien de temps, tu vois? bah moi, les invitations tard, moi, par contre, je faisais carrément pas du coup ce que tu viens de dire. Moi, j'allais carrément contacter, bah, si on se suivait mutuellement sur les réseaux. Je dis, bon, bah tiens, ça te dit d'aller prendre un Ouais, voilà, café, tu vois. etc. Mais j'avoue, nous, c'était pas du tout la vibe. En plus, tu vois, sur TikTok, t'as moins l'opportunité. C'est pas le délire Ouais, d'envoyer des moi, c'était très messages. Insta, ouais. Sur Insta, tu vois, c'est très facile d'envoyer des messages. Moi, je le fais, tu vois, quand c'est parfois, quand je veux essayer de rencontrer d'autres influenceurs pour faire des choses. Mais en fait, sur TikTok, là, j'ai parlé à une seule personne, c'était Yo-Yo BDT. Oui, tu vas connaître. Ouais, ouais. Et c'est elle où on discutait comment faire des lives et tout, mais sinon, on parlait à personne. Et en fait, c'est en allant à cette soirée influenceur que là, j'ai commencé à rencontrer plein d'autres gens. Et donc, en fait, tu commences à échanger un peu les numéros et tu deviens pote avec des gens. Ouais. Et pourquoi tu t'es orienté dans du coup dans du contenu finance, éducation, économie, etc. Bah, pour moi, je pense que c'était aussi le truc que j'ai fait pendant des années, en fait, en école. Moi, depuis que je suis en prépa, je voulais travailler en finance et en banque. Donc, en fait, j'ai fait toute ma carrière professionnelle là-dessus. Tous mes stages étaient en banque. Tout mon parcours professionnel était là-dedans. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de parler d'un truc que je maîtrise un peu, hein. Évidemment, je suis pas un expert, mais je me suis dit, ça peut être hyper intéressant parce que moi, j'avais trouvé ça intéressant. Et surtout, en fait, je suis pragmatique. Il y avait personne en France qui le faisait. Donc, en fait, je me suis dit, bah, si tu veux rentrer dans une niche, il vaut mieux qu'il y ait personne, qu'elle soit pas saturée. Et j'ai bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se lancer dans ce type de niche, typiquement. Ok. Et parce que là, du coup, tu as fait plein de domaines différents. C'est quoi le domaine que tu fais le plus, enfin ton domaine de prédilection là-dedans? Je pense qu'ensuite, le domaine qui est le plus sympa, je trouve aujourd'hui, c'est de trouver en fait des astuces sur économiser de l'argent dans des magasins ou quoi. Du style, tu vois, tu te fais rembourser chez Nike, Adidas, Patagonia, parce que je pense que ça parle
à tout le monde parce que tout le monde a ce genre de vêtements en général. Donc sur les vêtements, ça marche énormément bien. Hier, j'ai fait une vidéo sur, voilà, sur IKEA, tu peux te faire remplacer des petites pièces qui sont abîmées. Bah, en fait, ça concerne énormément de gens parce que tout le monde a des meubles IKEA, honnêtement, hormis évidemment les gens très riches. Mais sinon, tout le monde a au moins eu une fois ce problème-là. Donc je trouve ça quand même hyper simple. Et en fait, c'est très facile pour les gens à mettre en place. Si je te dis, il faut investir pendant 40 ans, bon, ben, on se donne rendez-vous dans 40 ans pour savoir si tu l'as fait, tu vois. Alors que ça, c'est très concret, très facile d'application. Évidemment, celle que je fais aussi le plus. Là, quand même un peu moins. Mais enfin, les astuces iPhone, c'était ça, ça tournait, c'est très facile à tourner en plus. Donc, j'en mettais énormément, ça marchait hyper bien. Mais j'aime bien en fait faire des concepts et au bout de 3 mois, changer en fait totalement. Les trucs que je faisais il y a 2 ans, je ne les fais absolument plus aujourd'hui. Et j'ai juste envie de tenter des nouvelles choses à chaque fois. Là, tu vois, j'ai envie de faire des trucs potentiellement un peu sur la musique, tu vois, sur l'économie de la musique. Ça peut être hyper intéressant. Donc, évidemment, je capitalise un peu sur les événements qu'il existe. Après, tu vois, il y aura les Jeux Olympiques, donc potentiellement des choses là-dessus. Mais voilà, je tente un peu des choses. Si ça marche pas, bah, je repars je reviens au classique, hein, évidemment, s'il faut. Mais j'essaie un peu de tenter des nouvelles choses, quoi. C'est quoi les meilleures astuces finance que tu faites? Les meilleures astuces finance, alors je sais pas si c'est des astuces, mais c'est plus des explications. Tu Ok. vois, d'expliquer en fait ce qu'est un ETF. Tu as un ETF, tu vois, c'est un panier d'actions et qui va répliquer en fait toutes les actions qui y a à l'intérieur de ce panier. Et en fait, en général, les gens, quand ils rentrent en bourse, la question c'est, Charles, quelles actions j'achète? Bah, en fait, c'est très compliqué de te dire quelle action acheter, parce que déjà, j'ai pas le droit, parce que c'est des conseils en investissement. Mais surtout, si je te donne une action, et comme par hasard, c'est celle-là qui va s'effondrer et qui va moins bien performer, tu vas me tomber dessus en me disant, bah, c'est nul, tu vois. Donc en fait, moi je te dis, ben, en fait, achète toutes les actions du CAC 40 donc si tu as pas l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un ETF qui va coûter 50 euros la part, mais qui va répliquer toutes ces actions-là. Et pour moi, typiquement en bourse, c'est le meilleur investissement possible parce que c'est les ETF, c'est éprouvé en fait. Aujourd'hui, il y a plus d'argent qui sont investis dans des ETF que dans des actions une par une en fait directement. Donc ça prouve bien que même le monde entier est d'accord avec ça et qu'en fait, si tu n'y connais rien, tu choisis la diversification. Tu as 40 entreprises du CAC 40. Donc si on a une qui performe moins bien, potentiellement tu en as 39 qui vont mieux performer, donc qui peuvent rééquilibrer. Donc la performance va être un peu limitée à la hausse, mais à la baisse également. Et en fait, toi, tu vises non pas de faire 10 millions en 3 jours, mais tu essayes de faire un peu d'argent sur 30 ou 40 ans, et c'est ça l'objectif pour moi. T'investis beaucoup toi en bourse? Ouais, oui. Bah, et encore, comme je l'ai dit, souvent moi dans mes vidéos, je dis, bah, je regrette d'avoir investi trop tard même en fait. Je pense que j'ai commencé à investir, j'avais genre 23 ou 24 ans. Et en fait, c'est trop tard. En fait, tu aurais pu commencer à 18 ans. Ce que je dis aux gens, en fait, vous pouvez commencer à 18 ans, même avec 50 euros par mois, en fait, en réalité. C'est pas problématique parce qu'en fait, ça va te donner l'habitude d'investir. Et quand tu vas gagner plus d'argent, parce que évidemment, quand tu es étudiant, tu ne peux pas investir 300 euros par mois. Mais progressivement, quand tu vas avoir un salaire, gagner de l'argent, tu vas pouvoir mettre 150, 200 euros par mois. Et en fait, 200 euros par mois pendant 40 ans, bah déjà, ça va être beaucoup d'argent que tu auras économisé. Donc, si tu l'as pas perdu, ça te fera un petit capital. Mais normalement, il aura progressé grâce aux intérêts composés. Donc, en fait, tu auras gagné de l'argent sans avoir pris potentiellement beaucoup de risques. Et c'est quoi du coup les meilleures astuces que tu peux donner du coup pour investir et essayer d'avoir la meilleure rentabilité possible? En fonction aussi des C'est catégories de ça. personnes, parce que tu as des étudiants qui vont pas avoir assez d'oseille, et t'en as d'autres qui vont avoir, tu vois, je sais pas, déjà 500 euros à mettre tous les mois dans l'investissement. Par tranche de catégorie, qu'est-ce Bah, que tu donnerais comme meilleur conseil pour investir en bourse? moi, je dirais que c'est plus par catégorie de connaissances. En fait, si vous n'y connaissez rien, commencez par les choses les plus simples. Ce que je disais, le ETF, une fois que vous savez lequel vous voulez, oui, il y en a plein, mais c'est genre CAC 40, S&P 500, monde. Donc, soit vous choisissez un peu une thématique en particulier, genre la santé, les banques, ce genre de choses. Mais ensuite, en fait, une fois que vous allez vous lancer, peut-être au bout d'un an ou 2 ans, vous allez dire, bah, franchement, bon, bah, c'est pas très fun ni spéculatif. Ce que veulent les gens, souvent, c'est spéculer. Donc, en fait, vous allez passer sur les ETF, vous allez commencer à lire l'actualité, vous allez sur Bloomberg, CNBC, vous allez commencer ensuite à suivre des gens sur Internet. Moi, je dis toujours, faites attention à ce que disent les gens, mais juste pour acquérir de la connaissance. Et une fois, en fait, vous allez vous sentir en confiance, mais pas faire d'excès de confiance, vous allez commencer à vous dire, j'aime bien cette entreprise pour telle raison, elle fait un très bon business plan, elle vend beaucoup d'iPhone par exemple, donc forcément j'aime bien cette entreprise. Et donc en fait vous allez trouver, vous dire, mais j'aime bien cette entreprise. Et progressivement en fait vous allez vous dire, bah tiens j'ai investi dans cette action, j'ai été un peu meilleur que le marché, pourquoi pas. Après vous allez vous dire, mais pourquoi pas aller faire par exemple de l'immobilier, pourquoi pas aller faire des cryptos, d'aller faire en fait du produit plus exotique. Et progressivement, en gagnant en connaissance et en confiance en vous, vous allez vous diversifier et investir dans plein de choses très différentes. Mais pour moi, vraiment, c'est vous commencez petit, comme d'habitude, et en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous n'allez pas commencer à faire du trading de crypto demain si vous n'y connaissez rien, c'est évident. Mais progressivement, vous allez devenir meilleur et forcément, vous allez
vouloir vous diversifier un peu et tenter de nouvelles choses. Au début, vous allez investir dans l'or parce que tout le monde dit que c'est une couverture contre l'inflation. Après, j'en connais qui investissent sur le cacao, sur plein d'autres métaux précieux très différents. Mais voilà, après, vous allez tenter. Et encore une fois, ce que je dis, le plus important, c'est de mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire que si vous investissez 10 000 euros, que c'est vos seuls 10 000 euros, c'est risqué. Si vous êtes prêt à accepter la perte de 10 000 euros, bah, allez-y avec ça. Mais en tout cas, il faut faire très attention parce qu'il y a une perte en capital partielle ou totale qui est possible sur la Ouais. bourse. Je vais revenir après sur ça, mais tu as donné un très bon exemple, c'est le cas Apple. Quand tu regardes le prix des iPhones, parce que ça, c'était souvent mis sur les réseaux sociaux, si tu regardes le prix des iPhones qui a augmenté au cours des années et le prix de l'action, Ah ouais. Tu euh, comprends mieux pourquoi le prix de l'action augmente, hein. si tu avais acheté l'iPhone à 600 euros et tu avais mis ces 600 euros dans l'action Apple, je crois que ça a fait fois, je sais pas, 300, un truc Ah comme ouais, non, ça. mais tu serais. Et alors que Ton iPhone te sert à rien, clairement. parce que le prix de l'iPhone a beaucoup augmenté aussi. Avant, ça valait 600 C'est euros pour et ça. maintenant, ça vaut 1004. Enfin, C'est c'est hors de fou. prix. Du coup, là, tu parlais donc, de bien faire attention en investissement. Un ETF, ça peut rapporter combien en général par mois, par an? En général, on parle plus par an. Bah, en réalité, quand tu regardes les statistiques, alors évidemment, le passé, ça prédit pas le futur, mais sur les 100 dernières années, le S&P 500, donc l'un des plus gros Ouais. indices aux États-Unis, c'était 8 à Les 500 9%. plus grosses boîtes C'est la américaines. plus grosse boîte américaine. C'était 8 à 9% de rendement par an. Mais ce qui est exceptionnel, parce qu'en réalité, il n'y a aucune action sur les 100 dernières années qui a fait ça, ou très très peu. Et même si tu as 10 actions qui ont fait ça, mais il y a des milliers d'actions qui ont fait faillite en fait entre-temps. Donc c'est extrêmement rare. Donc en fait, avec les ETF, typiquement, tu vas pas gagner. Tu peux faire des 40%, 30%, c'est très rare. Le Nasdaq, je crois, l'an dernier, c'était ça. Mais il y a des années où tu prends du moins 30 ou moins 40 aussi. Donc en fait, Faut avoir une vision long terme. vision long terme, encore une fois. C'est pour ça que moi je dis toujours, investissez pour votre tête. Quand, à nos âges, on investit pour notre tête. Évidemment, on a tous envie de devenir millionnaire à 40 ans et partir aux Bahamas. Sauf que la réalité, c'est que 99% des gens ne pourront pas faire ça. Donc il faut investir progressivement. Et pour la petite histoire, typiquement, c'est hier. Le meilleur gérant de fonds d'investissement est mort. Il gérait le fonds d'investissement qui s'appelait Médallion. Tu sais comment il a fait le rendement moyen au cours des, je crois, des 35 dernières années par an. Rendement moyen par an? Bah ouais, moi je dirais en vrai, en moyenne, tu gagnes 8%. Mais alors là, vu que c'est le meilleur, je dirais qu'il monte à 15. Je sais pas. Double. Sur les 35 dernières années, je crois que c'était 60%. 60% par an, il faisait. 60% brut, après les frais, c'était 40%. Et c'était quoi, lui, pareil? Enfin, qu'il mettait dans quoi? Eh ETF, ben en action, fait, il mettait dans eh quoi? ben lui, c'était. Ils ont créé un algorithme basé sur les mathématiques qui leur disait achetez telle action. Ouais, bon, faire attention avec les algorithmes, parce qu'il y en a beaucoup qui font Ah, ben ça ça, sur alors, Internet. ça évidemment, c'est des mecs qui sortent de Harvard, du MIT, c'est des vrais mecs Ouais. et qui ont des algorithmes. Et ce qui était exceptionnel, c'est qu'à un moment donné, il y a une interview et il lui dit ouais, par exemple, moi j'ai acheté l'action. L'algo nous a dit d'acheter l'action, je crois, c'était Ford. Peut-être un exemple comme ça. Et en fait, le truc grave, c'est que l'action Ford n'existait pas. La Ford était intégrée dans une autre action qui avait été rachetée entre temps. Et le mec, il savait même pas ce qu'il achetait parce qu'en fait, il lui disait achète ça, vends ça. Et sur les dernières années, par en 2008, quand la bourse a fait moins 30 ou moins 40%, lui a fait plus 40. Incroyable. Et donc, en fait, tous les ans comme ça. Et c'est le fonds le plus fou au monde. Je crois que c'est un fonds, si tu avais mis 1000 $ au tout début, tu serais à 8 millions et demi. Ok, ouais, Maintenant. Donc en fait, énorme, c'est le incroyable. meilleur investisseur de tous les temps et c'est que basé sur le trading algorithmique. Donc les mecs leur disent juste achetez ça, avant ça, mais que sur les mathématiques. C'est hyper intéressant de savoir ça. Mais en réalité, je crois que c'est 90% des fonds d'investissement ne surperforment pas le S&P 500. Conclusion, comme on n'est pas des génies, on n'est pas des traders de New York ou quoi, investissez dans des ETF, puisque dans tous les cas, personne n'arrivera à les battre en fait la plupart du temps. Donc en fait, à ce moment-là, quand tu te rends compte que même les meilleurs des meilleures banques au monde et des meilleurs fonds n'arrivent pas à battre le marché, faut pas croire que nous, chez nous, dans notre maison, on va réussir à battre le marché, ça n'existe pas. Ou avec de la chance. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui battent le marché pendant 1 an ou 2. Mais sur 20 ans, bah, ça c'est des génies, Ouais. d'accord, mais ça n'arrivera pas en fait. Les gens sur les réseaux disent toujours ça, mais ça fait pas 20 ans qu'ils le disent. Donc en fait, j'attends de voir l'historique. Et d'avance, je sais déjà que ces gens-là, soit ils mentent, soit c'est des génies, mais la plupart du temps, c'est des menteurs. Pour résumer un peu ce que tu viens de dire, du coup, en gros, quand tu veux pas prendre trop de risques et surtout que tu n'as pas vraiment de connaissances, du coup, tu investis dans les ETF, pardon. Par contre, après, quand tu veux faire peut-être des meilleurs rendements, mais du coup, avec plus de risques, tu vas aller dans les actions. Est-ce que les cryptos aussi, c'est quelque chose que tu recommandes, toi, ou pas du tout? Bah, je pense que moi, justement, c'est progressif. Je pense que quand une fois que tu as fait, tu te dis, tu aimes bien le risque, tu vas dans les actions. Après, tu veux encore plus de risques, bah évidemment, tu vas dans les cryptos. Les cryptos, pour moi, ça reste quand même très, très, très dangereux dans la mesure où
Il y en a qui ont de la chance, évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui perdent de l'argent en crypto parce qu'en fait, les variations sont telles que les gens ne sont pas prêts à accepter en fait des moins 70%. Quand tu achètes le Bitcoin à 69 000 et qu'il passe à 15 000, mais personne, tu vas dans la rue, tu dis est-ce que vous accepteriez pendant 2 ans de perdre 80% de votre valeur? Bah non, parce que c'est extrêmement complexe. Tu te dis, j'ai mis 10 000 euros. Non, mais il faut pas le voir comme ça. Je- Mais de- enfin, ouais, mais les gens, moi, je suis en un fait, fan de crypto. Moi, j'adore mentalement, les cryptos. et mentalement, les gens, ouais, mais en fait, il faut accepter la hausse qui peut se multiplier x 5 en 3 mois, Non, moi, je vais juste mais tu reprendre un peux truc que tu perdre avais beaucoup dit. aussi. Ouais, mais moi, je vais reprendre un truc que tu as dit juste avant. C'est quand tu investis de l'argent, il faut le prêt à le perdre. Moi, Ouais, j'investis mais les toujours gens se disent l'argent. ça, mais quand ils prennent moins 80%, ils se disent pas, ah, je suis pas à le perdre. Non, ils commencent Ouais, mais à tant que c'est pas retiré, c'est pas perdu, tu vois. C'est vrai. Dans les cryptos, surtout dans les cryptos. Ah, bien sûr. Là, tu le vois Mais d'ailleurs. le mental, il y a- c'est tellement Ah, bah complexe, oui, mais après, les gens justement. ne tiennent pas. Après, retirer quand t'as perdu 80%, il n'y a aucun intérêt pour moi. Ah, il n'y Mais, a aucun enfin, intérêt. Mais en fait, les gens, ils vont même pas dans le 80%. Ils vont perdre 30%, ils vont dire c'est terminé, j'arrête. En fait, c'est normal. En moi, fait, j'ai connu pire, hein, c'est- je partirais. Hein. Ah, moi aussi. Mais en fait, c'est que du mental. Mais en fait, il y a beaucoup de gens, ils misent sur les cryptos. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui misent sur les cryptos par effet de mode. Si c'était pas aussi connu, qu'on leur disait vous pouvez gagner de l'argent très rapidement, ils le feraient peut-être pas. C'est juste qu'ils se disent, bah, c'est là un peu la dernière chance. Ils essayent de mettre 5-10 000 euros. C'est peut-être toutes leurs économies. Ils commencent à perdre 20%, encore 20. Ils se disent, bah allez, il vaut mieux finir avec 8 000 euros qu'avec 4 000, tu vois, à l'arrivée. Donc en fait, les gens ont peur. Et comme c'est des gens qui sont pas forcément éduqués financièrement à cela, bah, ils abandonnent très rapidement. Et le problème, c'est qu'ensuite, ça va les dégoûter. Parce qu'en fait, bah, tu as mis toutes tes économies, tu as perdu 50% de ta valeur en 3 mois, bah, tu reviendras plus jamais en fait en bourse, alors que c'est très très large. Ouais, les cryptos sont très variés. Il y a une différence évidemment entre le Bitcoin et un shitcoin qui est classé 500e mondial et qui est manipulé par n'importe qui. Tu vois, c'est un peu les risques. Là, moi, je pense que la différence aussi entre les marchés boursiers et les cryptos, c'est aussi tu vois, le risque réglementaire. Disons qu'une action ne peut pas vraiment être manipulée, donc l'action Apple ne peut pas être manipulée par n'importe qui. Une crypto peut être manipulée par n'importe qui Ouais, dans la mesure. on l'a vu avec Elon Musk, typiquement, qui avait Tu fait. vois, c'est ça. Ouais. Et encore, Elon Musk manipule lui-même mais- le cours de Tesla. Ouais. Mais c'est quand même extrêmement ponctuel. Tu vois, en théorie, demain, personne ne peut manipuler ce genre de cours en théorie. Tu vois. Alors que là, sur les cryptos, malheureusement, il y a plein de gens qui disent c'est le projet du siècle, investissez de l'argent. Quand le prix monte, tout le monde vend et c'est terminé. Et tu te retrouves avec un truc bidon. Tu vois, c'est un peu le risque, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Comme c'est le Far West, bah, tout le monde en profite en fait pour vendre n'importe quoi. Il y a tellement d'arnaques. Donc c'est ça la difficulté, c'est que c'est difficile de naviguer en eau trouble. Donc évidemment, si tu achètes Bitcoin, bah forcément c'est le plus connu, donc tu as potentiellement moins de risque que le reste. Mais je pense que la volatilité fait que les gens ne sont pas prêts à accepter des plus 100%. Pour les gens, en fait, plus 100%, ils vont se dire j'attends, jusqu'à 1500% et tout. Mais en fait, la réalité, c'est que les gens, ils savent pas se mettre des limites à la hausse ou à la baisse. Et parfois, ils pensent faire le coup du siècle et c'est très compliqué pour eux. Et justement, par rapport à ça, tiens, admettons, tu gagnes 2000 € par mois. Qu'est-ce que tu conseillerais, tiens, de mettre comme pourcentage de ton portefeuille, tu vois, dans l'investissement, notamment en bourse, parce qu'il y a plein de sortes d'investissements, mais tu mettrais quoi en termes de pourcentage? Mais moi, ce que je dis en général, c'est la méthode 50-20-30. Je sais pas si tu la connais, tu vois, Ouais. c'est 50% de ton salaire pour ce qui est indispensable, vital à ta vie. Donc, ça peut être ton loyer, la nourriture, l'électricité, ce genre de choses. 30%, donc là, après, en vrai, toi, tu fais 30% pour l'épargne ou les loisirs et 20%, tu fais l'inverse, tu vois. Concrètement, pour moi, le mieux, c'est de mettre le plus possible en épargne. Après, épargne, ça peut être soit tu crées un fonds de sécurité, un fonds de sûreté pour toi, donc un fonds d'urgence, voilà, pardon. Tu vas mettre 30% pour garder de l'argent. Tu vois, imagine ta voiture tombe en panne, tu dois remplacer, faire ce genre de choses. Ou tu peux mettre directement dans de l'investissement. Moi, ce que j'aime bien dans l'investissement, tu vois, via les ETF, c'est que comme les variations sont quand même moins élevées, si tu as besoin de l'argent, tu peux le sortir et potentiellement sans faire éventuellement trop de pertes, tu vois, éventuellement. Donc, c'est ça le truc. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre non plus tout son salaire non plus. Mais si tu mets 20 € par mois, c'est bien, mais ça va rien changer à ta vie. Mais si tu mets, tu vois, je pense 20% ou 30% de ton salaire en investissement, ça peut être intéressant. Mais là, on parle d'un salaire de 2000 €. Le salaire médian, je ne l'ai pas en France. Je suis pas sûr que ce soit 2000 €. Il y a beaucoup de gens en fait qui n'y arrivent pas trop, évidemment. Donc c'est ça la problématique aussi. Après, c'est aussi à la hauteur de ses moyens, hein, parce que Ah, c'est avec évidemment, les tu vois. intérêts composés, justement, tu vas mettre même 50 € par mois pendant 30 ans. Évidemment, c'est pas non plus le meilleur, Ah non. meilleur exemple, mais ça reste quand même une belle somme que tu peux Mais après en fait, avoir. surtout si tu le fais sur 30 ans, les intérêts composés commencent à être très puissants à partir, je crois, de la 23 à 24e année. Et en fait, les dernières années, s'il faut, toi, tu as mis, tu vois, disons que tu as mis peut-être 5000 €, mais même si tu te retrouves à la fin qu'avec 15 000 ou 20 000, bah, vu ce que tu as mis, c'est quand même exceptionnel, tu vois, sur le papier. Parce qu'en fait, ces 50 €, soyons honnêtes,
je te donne 50 euros en plus, et tu dis, tu peux pas les investir, bah tu vas aller au resto, tu vas les faire ci, tu vas les dépenser pour acheter n'importe quoi, mais tu vas pas les mettre de côté, parce que personne fait ça, tu vois, en Ouais. réalité. Donc, en vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est que le fait, ça te pousse à épargner de l'argent, et donc, en fait, aussi, ça te donne une bonne pratique. C'est-à-dire qu'ensuite, tu vois, quand tu imagines, tu gagnes 2000 euros, puis tu vas avoir une augmentation, tu vas passer à 3000, 4000, etc. Ça va te pousser aussi à mettre de plus en plus d'argent. Et cette habitude, bah, elle est hyper saine, parce que souvent, les gens, en fait, quand ils doublent leur salaire, ils vont doubler leur train de vie. C'est évidemment l'erreur, c'est le lifestyle inflation. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Et en fait, le truc, c'est que si tu augmentes tes revenus, bah, tu dois aussi augmenter la part que tu vas mettre en épargne, en investissement. Ensuite, les gens vont faire de l'immobilier, de tout ce que tu veux. Hein. Vous pouvez dire des cryptos, de tout, tu Ouais. vois. Mais le but, c'est d'être conscient que cet argent en plus, bah, il ne faut pas le flamber. Parce que oui, tu kiffes. Évidemment, je suis le premier. Moi aussi, j'aurais trop envie de kiffer tout le temps les trucs. Mais il faut quand même se préparer à l'avenir. Et c'est aussi ça l'erreur de la majorité des gens, c'est qu'ils ne préparent pas l'avenir. Et je reste convaincu qu'on n'aura pas de retraite, nous, dans 40 ans. Ouais, je suis Donc il d'accord. faut préparer la retraite dès aujourd'hui. Parce que quand tu vas te réveiller à 55 ans, mince, j'ai pas mis d'argent, c'est trop tard. Ce sera possible, mais ce sera beaucoup trop tard. Et tu auras des regrets. Ouais, totalement d'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je crois qu'en plus, tu as aussi collaboré avec eux. Bon, là, c'est pas du tout une collaboration, mais il y a une appli super utile pour mieux gérer son argent. C'est Plum. Je Je la t'a- voyais arriver. Mais Plum, moi, j'ai trouvé ça génial. Où en mode, tu relis ton compte bancaire enfin, à la plateforme. Et bah, tu lui dis bah, notamment bah, ton projet, etc. Donc, admettons que ça soit investir en bourse, que ça soit pour acheter une nouvelle voiture, que ça soit pour enfin n'importe quel C'est que les projet. cagnottes, ouais. Et ça te retire l'argent directement sur ton compte en fonction de ce que tu gagnes et en fonction de ton objectif derrière. Même je crois quand il pleut, ça t'enlève de l'argent, Ouais, etc. Ça, jour de là, pluie. là, c'est pas du tout une collaboration, etc. Mais par contre, j'ai trouvé ça vraiment hyper pratique, surtout pour ceux qui ont du mal à faire cet effort de mettre de l'argent de côté tous les mois, etc. Ça, c'est un excellent moyen En pour fait, les virements automatiques, il faut le faire. Il y a beaucoup de banques maintenant qui le proposent. C'est virement automatique. Tu reçois ton salaire, tac, dès le début, c'est économisé. Et en fait, ce que disait Warren Buffett, c'est d'abord, tu économises, puis tu dépenses. Parce qu'en fait, comme ouais. toujours, si tu as 2000 euros, tu dis, bah vas-y, je dépense 2000 euros et j'économiserai peut-être à la fin. Bah non, personne ne fait ça dans la vraie vie. Donc en fait, si je t'enlève dès le début 300 euros, bah, tu vas te forcer à vivre avec 1700. Et tu verras que c'est possible en fait la plupart du temps. Évidemment, ça dépend toujours des familles et tout. Mais en général, en fait, il vaut mieux d'abord économiser, donc virement automatique, puis tu dépenses. Ok, totalement d'accord. T'as aussi été chroniqueur sur BFM Business. C'est quoi c'est quoi la différence entre passer des réseaux sociaux à passer du coup au monde de la télé? Je pense la préparation et le sérieux. Honnêtement, je pense que je préparais 100 fois plus les passages sur BFM Business que des vidéos sur TikTok, parce que dans la mesure où je pense que c'était pas la même manière de parler, d'aborder un sujet, et c'était beaucoup plus concret. Disons que quand tu passes à la télé, tu sais qu'il y a toujours des téléspectateurs sur une vidéo TikTok, potentiellement elle ne fonctionne pas, C'est et vrai. c'est pas les mêmes types de personnes qui regardent BFM Business, c'est quand même plus des entrepreneurs, des gens dans le monde du travail en fait en général, que les réseaux c'est plus grand public, donc c'est très différent la manière d'aborder. Après honnêtement, moi je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait c'est un débat. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul derrière la caméra, où tu parles tout seul, il n'y a que ton avis, il y a l'avis des autres, et donc tu dois le prendre en compte dans ta réponse. Et je trouvais ça hyper intéressant. Après, c'est très dynamique. Après, honnêtement, moi, j'adorais faire ça parce que c'est toujours très cool d'apprendre, en fait, une nouvelle manière de travailler. De parler en live, en fait, c'est quand même extrêmement compliqué. Et de parler en continu sans se tromper. Mon élocution, je pense, s'est améliorée entre le premier et mon dernier passage de la semaine dernière, par exemple. Et c'était exactement le même genre de contenu que tu pouvais faire sur les réseaux? C'était quoi exactement que tu... C'était un petit peu plus large. C'était en fait des débats sur l'économie ou des sujets d'actualité. Donc, on pouvait très bien parler en fait de la sortie d'Astérix, l'impact sur le cinéma français, la Ok. sortie de ChatGPT, l'inflation en Allemagne, quel impact potentiellement les taux d'intérêt de la BCE. Donc, c'était extrêmement large. Parfois, on parle des campagnes marketing, tu vois. Par exemple, celle des Restos du Cœur qu'on avait fait sur Hebdocom. Donc, en fait, tu vois, c'est plein de sujets très différents. Et aussi, ça t'oblige à apprendre de découvrir de nouvelles choses. Parce qu'en fait, il y a des sujets, parfois, je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, tu es obligé de lire énormément de sujets, de discussions là-dessus pour comprendre quels sont les enjeux. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de découvrir le monde en fait, du journalisme qui m'était totalement inconnu. Ok. Encore un exemple d'opportunité assez Bah, c'est improbable. uniquement avec les réseaux sociaux, parce qu'on m'a invité pour les côtés réseaux sociaux, tu vois, c'est évident. Carrément. Et en tant qu'influenceur, tu vois, sur le domaine financier, comment tu gères la responsabilité, tu vois, d'éduquer à une large audience sur ce domaine-là?
Bah, au début, quand j'ai commencé, je m'en rendais pas forcément compte parce que je me suis dit: «Je fais des petites vidéos comme ça», même si je prenais mes cours, en fait, d'école, donc je savais qu'ils étaient justes. Mais parfois, tu vois, ça m'est arrivé de sortir des vidéos où il y avait des trucs qui étaient incorrects ou pas précis et aujourd'hui, maintenant, j'essaie de faire très attention parce qu'en fait, les gens Surtout sur les conseils financiers, bah, parce ouais, alors que sur les conseils financiers, tu vois, comme je donne jamais de conseils, tu vois, je dis jamais acheter telle action et tout et quand je prends un exemple, je prends toujours Apple, Amazon, tu vois? Au moins, je dis toujours que tu prends des c'est les valeurs plus sûres. gros en fait, c'est même pas pour dire acheter je dis absolument pas acheter ça, c'est juste que c'est des noms qui parlent et c'est des exemples. Je je dis pas aux gens d'acheter ça, tu vois? Mais c'est des mots, on sait de quoi on parle, tu vois? Si je vais te chercher, Vallourec, c'est une personne connaît parce que c'est quand même une niche, tu vois? Mais j'essaie juste en général de ne pas dire, d'actions et comme ça les gens ne se disent pas: «Il faut acheter cela», tu Tu vois? Je donnes prends pas de conseils entre guillemets de dire, «Acheter cette action» et pas une cetera. Par contre, ouais. tu donnes des statistiques sur, les résultats qu'a eu cette action sur c'est comme ça que tu fais? C'est très rare. Honnêtement, décrypter des actions, je l'avais réfléchi et en fait, quand on parle un peu avec, le monde, financier, ce serait très compliqué en fait de faire cela parce qu'en fait, implicitement, ça pourrait dire aux gens: «Cette action est bien, achetez-la». En OK. fait, par exemple, si tu en théorie, quand je travaillais en banque, si tu donnes 5 points positifs sur une action, tu dois donner 5 points négatifs, tu vois? Donc en fait, dans une vidéo de 30 secondes, tu auras pas le temps de faire tout ça et forcément les gens, ils aiment entendre que les points positifs, sur une action, Ouais, pourquoi c'est clair. l'acheter, tu vois? Donc ils vont jamais écouter jusqu'au Surtout bout. c'est sur il y a que ces vidéos-là qui vont marcher au final aussi, Bah oui, ouais. évidemment. Moi, si je te dis, voilà les 5 actions à acheter tout de suite, ça fait plus rêver que voilà pourquoi il faut peut-être ou pas acheter cette action. Ça, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Et les gens, en fait, ils vont même pas t'écouter. Ils vont juste dire, bah, il a dit que c'était la meilleure, il faut l'acheter. Donc Ouais. ça, en général, j'essaie de ne pas donner d'action et de donner aucun nom. En fait, j'essaie juste en fait, d'être plutôt généraliste Ouais. et dire qu'est-ce qu'il faut regarder si ça vous intéresse. Mais je vous dirai pas quelle action acheter parce que c'est trop dangereux et les gens peuvent perdre de l'argent à cause de moi et ça, je ne veux pas. Les gens sont responsables, ils prennent leurs propres décisions et leurs choix d'investissement à ce moment-là. Et en général, parfois, ça m'est arrivé de dire dans des vidéos, oh, c'est plus grand public, tu vois, et tout, ça n'a pas d'impact réellement, mais de donner un chiffre. Je crois que c'était un truc chez Sephora où c'était 30% de réduction, en fait, c'était 20. Les gens me sont tombés dessus, mais parce qu'en réalité, au début, c'est 30. Et quand j'avais repris une vidéo que j'avais fait un an avant, entre-temps, ils sont passés à 20% de réduction. OK. Et donc, ils ont changé. Et moi, je n'ai pas vérifié. Et en fait, parfois, c'est des petits trucs comme ça. Maintenant, je commence à faire attention parce que je me dis, bah, ça peut être problématique, tu vois. Même si en soi, ça ne change rien parce que tu es Ouais, content qu'il y ait une réduction, mais les gens te tombent dessus parce que c'est pas la bonne réduction. les Donc, ça, petits c'est ma détails. faute. Les gens te démontent en vrai, mais je comprends, ok, c'est pas problématique, tu vois. Mais j'essaie d'être quand même le plus précis possible parce que sinon, quand tu commences à avoir quand même beaucoup d'abonnés, tu as un peu la responsabilité de pas dire n'importe quoi aux gens en réalité. Ouais, non, carrément, ouais. Faut faire hyper attention, surtout sur le domaine financier, parce que tu peux même avoir des répercussions, bon, même si honnêtement, on le voit pas beaucoup avec certains influenceurs qui font n'importe quoi en Ah bah conseil, oui. il n'y a pas vraiment de répercussions. Quelle recommandation tu donnerais pour mieux gérer son argent? Ah bah, je pense que la meilleure recommandation que je fais, moi, depuis 2 ans, c'est d'avoir un budget. J'ai un fichier Excel, donc là, il faut quand même, un peu kiffer les chiffres, je pense, mais moi, j'ai un fichier Excel où dedans, j'ai toutes les dépenses que j'ai de tous les comptes, la date et tout et qui sont ensuite catégorisées, donc par catégorie, ce que c'est le transport, l'alimentation et tout et en fait, ça me permet ensuite d'avoir un suivi de toutes mes dépenses, donc mensuelles, annuelles et par catégorie. Ça va me permettre, en fait, d'identifier les postes de dépenses où, en fait, bah, je me dis: «Je dépense beaucoup trop», par exemple, j'en sais rien, en taxi, en resto, ce genre de choses, il me dit: «Bah, c'est extrêmement important pour comprendre». Parce que moi, dans ma tête, chaque mois, je me dis: «Bah, je dois dépenser, 1 000 € par mois». Pas du tout. Et en fait, parce qu'en fait, tu penses juste à quelques dépenses, mais en fait, tu oublies toutes les petites dépenses, les Ouais, assurances. clairement. Parce qu'en fait, c'est des prélèvements automatiques. Tu as des assurances, des trucs et tout qui tombent. Et en fait, tu te rends compte que tu dépenses énormément d'argent. Pour moi, tenir un budget, c'est essentiel pour reprendre la main sur tes dépenses. Et suite à cela, tu vas pouvoir agir pour économiser de l'argent. Peut-être que tu t'étais dit au début d'année, je mets 500 € par mois de côté. Et en fait, en faisant ça, parce que si tu ne te le notes pas, tu vas peut-être oublier de temps en temps. Alors que là, tu vas dire, mais là, en fait, depuis 3 mois, je ne l'ai pas fait. Et donc, tu vas le faire. Et pareil pour les dépenses. En fait, pour moi, par exemple, un truc très simple, c'est si tu dépenses plus de 20 € par mois pour un téléphone, pour un forfait téléphonique, avec toutes les réductions qu'il y a et tous les abonnements sans engagement, tu ne devrais pas payer plus de 20. Pour moi, ça doit être entre 10 et 20 maximum, tu vois. En fonction aussi de ce que tu as besoin derrière, mais je suis Évidemment, mais d'accord avec toi, ouais. si tu prends les abonnements sans engagement, tu as tout illimité à 20 € par mois normalement. Ouais, je suis d'accord En avec ce toi. moment, j'ai même changé, la semaine dernière, c'est 10 € par mois, j'ai changé. Ah, moi, j'ai pas eu 20, tu vois? Donc Ouais. c'est la semaine dernière, il y avait des nouveaux abonnements, tu vois? OK. Mais par contre, c'est hyper intéressant sur le fait de regarder bien ses dépenses. Tu utilises quoi comme, je sais pas, une application, comme site, justement pour bien, voir, Bah, du dans coup, quoi moi, tu comme j'ai plein de comptes différents, en fait, je le fais sur un fichier Excel. Tout à l'heure, justement, tu as parlé de Plum, mais moi, comme j'ai plein de comptes très différents, je mis, en fait, tout simplement sur ah, le tu dépenses sur plein de comptes différents, toi? ouais, oui, bah, c'est très mal fait. En vrai, parce que j'ai OK. jamais utilisé les néobanques pour payer au Parce que quotidien. fichier Excel, c'est J'ai galère ma maintenant, banque hein. traditionnelle. Ouais, mais après derrière, ça me permet ensuite, tu sais, de faire des statistiques et avoir des graphiques et tout. Bon là, c'est un Oui, délire. ouais, OK, Mais ouais. j'aime bien avoir ça et tout et ça me permet d'avoir directement la main dessus, tu vois?
plutôt que de faire appel à des applications tierces. Et comme j'ai plusieurs comptes, bah, c'est difficile de tout traquer, tu vois. Donc je me dis, bah, j'ai pas non plus 200 comptes, hein, mais juste pour suivre même tous les comptes d'investissement, bah, je suis sur un fichier Excel à l'ancienne. En vrai, moi, j'aime bien. Quel type d'investissement tu recommandes en fonction des profils? Pour moi, le premier investissement, et c'est un peu, je pense, la promesse française, c'est l'immobilier. Ça, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, mais pour moi, acheter une résidence principale est évidemment un très bon plan. Alors évidemment, là, les taux ont réaugmenté. Pendant des années, ils ont été tellement bas qu'il n'y avait aucun désavantage à acheter un bien immobilier, même s'il est préaugmenté. En fait, quand tu as un prêt immobilier à 1%, tu as emprunté 300 000 euros, c'est ultra rentable d'acheter un bien en fait à l'arrivée parce que tu vas payer peut-être, je sais pas, 50 ou 80 000 euros d'intérêt. Donc ça les vaut largement. Je pense, pour moi, l'immobilier est très important parce que tu vas déjà, le plus gros problème pour les gens, c'est de payer un loyer. Le loyer, c'est peut-être 50% des revenus des gens. Donc en fait, une fois que tu auras fait un prêt, peut-être sur 20 ou 25 ans, bah, dans 25 ans, tu n'auras plus jamais de loyer à payer de ta vie. Et pour moi, c'est fort parce qu'il y a des gens qui payent vraiment des loyers pendant toute leur vie et ça leur prend tellement d'argent, donc c'est problématique. Et donc, si tu arrives à faire ça, potentiellement, ensuite, tu vas économiser peut-être aussi un peu plus d'argent. Peut-être que tu vas faire de l'immobilier locatif. L'immobilier locatif, c'est un très bon point pour la retraite. Les gens font pour ça parce que tu vois, quand tu achètes potentiellement, c'est peut-être à 30 ou 40 ans, près de 25 ans, tu vois, on se rapproche de la retraite. C'est peut-être à partir de 55 ans, tu vas gagner un peu d'argent sur ce bien immobilier. Et ensuite, ça va faire un complément pour ta retraite. Donc pour moi, le numéro un, c'est en général l'immobilier, bien que cela requiert quand même un bon capital de départ. Parfois, les banques arrivent quand même à prêter quand même beaucoup d'argent. Évidemment, on n'est pas dans les mêmes prix si on est à Paris, à Dijon ou à Clermont-Ferrand ou à Lyon, hein, évidemment. Carrément. Mais il n'y a pas tout le monde qui habite à Paris, loin de là. Donc en fait, pour les gens, je pense que c'est quand même un très bon point. Si tu arrives à faire de locatif, évidemment. Pour moi, la bourse, c'est un petit complément parce que les gens, en fait, sont tellement averses au risque quand même en France que les gens vont préférer faire en fait de l'assurance vie, ce genre de choses, que d'aller faire des actions directement. C'est très très rare quand même en France. Je crois qu'en France, il y a 6 000 milliards d'argent en assurance vie. Donc Oui, en alors que ça soi, rapporte quasiment que dalle. Mais d'ailleurs, mais c'est surtout en fait, c'est parce que les gens jouent beaucoup sur le capital garanti ouais, qui est inclus dans certains puis aussi de la fiscalité qui est investissements. aussi Voilà. intéressante. Mais toi, du coup, tu investis comment? Parce qu'il y a aussi de la fiscalité quand tu investis en bourse. Normalement, Bah, tout à fait, hein. Après, le PEA, l'avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, je crois que c'est que 17,2% d'imposition. Tu n'as plus la CSG. Donc, c'est déjà meilleur. Après, tu as le compte titre, c'est 30%. Donc, moi, je fais un peu de tout. Je fais immobilier, compte titre, PEA, PER. C'est pour préparer ta retraite, hein, le plan épargne ouais, retraite. je l'ai fait il y a pas longtemps, ça. Je l'ai fait l'an dernier, Je l'ai moi aussi. fait l'an dernier, toi? Ouais, Parce et que ça, c'est c'est rétroactif une sur 3 ans. sacrée astuce fiscale, ça, hein. Le PER, plan épargne retraite, donc du coup, qu'on a une société, en général, c'est plus qu'on a une société. C'est intéressant, mais ça peut être aussi intéressant qu'on est salarié. Ah, mais le salarié, parce que tu peux, et je crois que tu déduis, je sais plus quel est le pourcentage sur Mais ta pour, feuille d'impôt. mais Tu pour vois. un entrepreneur, c'est assez incroyable parce que du coup, tu le passes directement en charge sur ta société. Donc en gros, tu vas te verser une sorte de salaire que tu ne peux pas toucher pour le moment, par contre que tu peux toucher pour faire un investissement immobilier ou pour ta retraite, donc pour l'achat d'une résidence principale. Donc admettons, tu te verses 1000 euros tous les mois. Sur ça, tu n'es pas imposé. Par contre, ça, tu le passes en charge pour ta boîte. Donc du coup, tu défiscalises tout légalement, etc. Tu défiscalises donc une part, enfin tu totalement cette charge sur ta boîte, donc tu paieras pas pour ton résultat sur ta société, et tu peux après le toucher si tu vas acheter un bien pour ta résidence principale, et tu ne payes pas d'imposition, rien du tout. Donc c'est comme si tu te versais de l'argent directement. Mais en fait, l'imposition, c'est pour ta retraite, tu paieras selon le taux d'imposition de ta retraite. Mais le piège en général, c'est que, sauf il faut le débloquer normalement le PER 1 an après ta retraite. Donc comme tu as la retraite, tu n'as plus de revenus, donc tu payes pas d'impôts. Ou t'as très très peu Ouais, d'imposition et tout. Donc c'est un peu aussi. Bah, c'est légal, hein, il n'y a aucun piège ou quoi, hein. Il faut ouais, juste utiliser ouais, carrément. les atouts. Mais en effet, tu vois, en fait, il faut Bah, de toute investir. façon, la fiscalité en France, c'est un véritable Ah, mais enfer. c'est Donc, un dédale, mais il y là, a c'est aussi pas mal impossible. d'avantages qu'on peut aussi avoir, comme par exemple celui-là. Ah oui, le PER, mais PER, c'est un truc qui est en train de monter énormément en France. J'ai plus les statistiques en tête. Mais en effet, il y a de plus en plus de gens qui ont compris que c'était intéressant de faire cela, tu vois. Mais après, tu vois, quand tu as plein de comptes d'investissement, évidemment, soit la fiscalité en général, c'est 30% pour les investissements en Ouais. général. Ouais, mais du coup, après, ouais, tu peux faire aussi pas mal de. Il y a de l'optimisation fiscale, justement, pour éviter de payer 30% avec, comment ça s'appelle, quand tu fais PEA, etc. sur une. Bah, PEA, ouais, ça va être moins si tu gardes 5 ans. Compte titre, c'est obligé, exa- c'est 30%. Mais après, l'immobilier, ça dépend de tes revenus, malheureusement. Donc là, du coup, toi, tu conseilles en fonction des profils. Donc, quoi qu'il arrive, immobilier. Ouais, immobilier, c'est le premier à faire. Bon, d'ailleurs, je recommande d'aller écouter le podcast avec Christopher Van Gun, du coup, qui explique vraiment, parce que lui, qui est rentier immobilier, avec plus de 60 biens immobiliers achetés. Donc d'aller écouter parce qu'il y a beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc immobilier pour tout le monde, et ça je valide totalement. Bourse, tu dis que c'est un peu plus compliqué parce que la plupart des gens sont
ils ont un problème avec le risque. Enfin, pas un problème, ils ont raison, il y a aussi du Ouais, risque. ouais, bah, il faut être conscient quand même. Mais ouais, faut en être conscient, mais du coup, assurance vie, c'est assez compliqué, mais tu mettrais quand même. Bah, le problème de l'assurance vie, c'est qu'il y a des frais de partout en fait, tu vois, c'est Mais le surtout que problème. non, il n'y a pas de rentabilité Il y a aussi pas en de plus. renta mais après, il y a des tu vois, il y a l'assurance vie où en gros, ils te font investir dans des ETF, mais en fait, ils prennent des frais et tout. C'est-à-dire qu'en fait, si ta performance est 8 s'il faut, on t'enlève les frais, tu es à 4 En fait, autant tu achetais toi-même, tes ETF, c'était pareil, tu vois? Donc à un moment Ouais. donné, les gens le font parfois pour le capital garanti, en effet, pour la fiscalité, pour la transmission, pour l'héritage. Mais en soi, après, ça dépend vraiment de chacun, tu vois, honnêtement. Mais le PEA, pour moi, il reste si tu dois faire de l'investissement en bourse, le PEA est la première chose à ouvrir, c'est évident. Ça, c'est même pas négociable. Ouais, ok. Donc, et après, bourse, Bon, t'as un après, autre truc? non, en vrai, pour moi, vraiment, ce que je fais le plus, c'est immobilier et bourse. Ok. Quand je dis bourse, ça peut être aussi crypto, tu vois, si t'as Ouais, envie. Mais ouais, ouais, carrément. honnêtement, hormis ces deux thématiques-là, je sais pas Action, si tu penses ETF, à autre chose crypto. en vrai, mais pour moi, ça me paraît être. Ouais, bourse immobilier, c'est le Ouais, truc les enfin, plus parce que l'immobilier, c'est atteignables tellement facilement. large Oui, bah aussi, évidemment. donc au final. Oui, il y a l'immobilier résidentiel, le commercial, tout ce que tu veux, tu vois, évidemment. Bon, après, maintenant, il y a plein de nouvelles façons aussi de faire un peu d'argent. Là, j'avais rencontré un Uber qui avait créé sa flotte de Uber. Il achetait les véhicules, du coup, il empruntait de l'argent à la banque. Il a acheté plusieurs véhicules, donc en général des Toyota Yaris. C'est la voiture que la plupart des Uber ont. Et il y payait, genre, admettons, 300 euros. Il relouait ça derrière, assurance compris, etc. Il arrivait à relouer 700 euros. Donc, tu déduis Ah que ça oui, lui faisait quand même 300-400 euros de revenus par voiture. ah oui, pas mal. Donc, Mais bon, là, ça devient il y a tellement plein niche que d'autres. c'est Ouais, plus. Ah oui, là, évidemment, on peut rentrer dans des ouais, business un peu plus exotiques, mais je pense que là, vraiment, ça dépend, du cas par cas. Je pense qu'en termes de grand public, immobilier, bourse, c'est les premiers. Et ouais, après, non, si je suis tu te d'accord. chauffes à faire ça, bien sûr, il y a énormément de business, hein. Tu peux faire du Ouais, e-commerce ouais. aussi, tu vois, en Oui, partant non, mais comme c'est ça. vrai. Mais c'est vrai qu'après, c'est très niche et bah, il faut être bon quand même. Ouais, c'est clair. Je vais nous reposer des questions un peu sur les réseaux. Comment tu arrives à gérer la monétisation de ton contenu, notamment avec des partenariats avec des marques ou même comment tu peux être payé sur les plateformes? La seule monétisation que je touche, moi, c'est clairement uniquement via les marques, hein. Je ne touche 0 € de vues parce que de toute façon, je fais pas de vidéos de 1 minute. Ou quand je fais des vidéos de 1 minute sur TikTok, ce qui est hyper rare, je me fais disqualifier du fonds de créateur. Tout pareil. Donc je dis, la renta, elle y est pas du tout à ce moment-là. Non, mais en vrai, c'est uniquement par les marques, en fait. Moi, bon, c'est que des collaborations, Mais donc comment soit, tu soit en gères la vidéo. monétisation? C'est comment tu factures, etc. Comment on peut gagner en tant que créateur de contenu, Bah, influenceur? après, moi, alors pendant longtemps, alors j'ai changé pas mal de fois d'agence, donc souvent, en fait, c'est mes agences qui négocient directement en fait avec les marques. Moi, je parle jamais avec la marque. Parfois, ça m'est arrivé, donc je négocie directement avec les marques. Évidemment, moi, ce que j'essaie d'avoir avec les partenariats, c'est d'avoir plutôt des partenariats long terme. C'est de signer, en fait, je sais pas, 4, 10 vidéos Totalement avec la d'accord. même marque pendant 1 an, ce qui permet, en fait, d'avoir une stabilité de cash flow qui sont donc récurrents et donc qui sont hyper avantageux. Moi, mon but, c'est absolument pas de gagner 50 000 € par mois avec des partenariats. Sinon, ça voudrait dire que j'en fais énormément, hein. Ceci dit, cette année, honnêtement, je dois tourner entre un et 2 partenariats par mois, ce qui est hyper rare. Forcément, moi, comme j'ai un petit peu plus d'abonnés, donc je les vends plus cher en vrai. Mais les tarifs sont extrêmement variables selon les marques avec lesquelles on travaille. Il y a des marques avec, je me dis, bah, j'ai trop envie de travailler avec cette marque. Il y en a, je me dis, bon, oui, elles sont bien, mais c'est pas, pas d'attrait particulier. Si demain Apple venait me contacter, je le ferais gratos. Ouais. Ah non, en fait. Mais j'aimerais au moins des iPhones. Mais je ferais avec plaisir, en fait. Je dirais, bah, je suis prêt à gagner un peu moins parce que c'est quand même exceptionnel, tu vois. Mais C'est quoi les montants exacts qu'on peut gagner pour une vidéo, par exemple, sponsorisée? pour les vidéos sponsorisées, moi, je pense que tu peux. Disons que tu vois, quand tu as 1 million d'abonnés sur TikTok, je pense que tu peux facturer entre 2 et 4 000 € en fait la vidéo. C'est cher que ça dépend des niches, hein. Ah bah oui, évidemment, ça dépend. Mais nous, pour le coup, on est sur une niche quand même où il y a. Moi, j'ai jamais facturé plus de 1 000 euros, tu Juste vois. pour TikTok, tu veux dire? Ouais, juste TikTok. Ah, que TikTok pur. Ouais, Ah ouais, parce bon, que quand c'est ça, toi qui as c'est dit plus. TikTok. Oui, c'est vrai que c'est moi qui ai Ouais. dit TikTok. Bah d'accord, bien joué. Ouais. Bien joué. Mm. Non, j'avoue, moi, je facture jamais que TikTok en fait. Maintenant, en Ouais, vrai, je me suis pareil, moi, toujours c'est dit, le pack. je dis TikTok, Insta, Facebook, des stories. Alors, en fait, c'est vrai Mais en général, du coup, ton pack, tu dirais entre 2 et 4 ouais, 000 tu euros, peux c'est dire ça? deux. Franchement, ça dépend. Pendant longtemps, j'avais dit 2000, puis après, c'était 4000. Maintenant, c'est 8000, voire 10. Donc, en fait, ça dépend énormément. Maintenant, c'est mon agence, donc je sais pas que mon agence, c'est entre 8 et 10 000, je pense, maintenant. Ok. Donc, mais honnêtement, ça m'est arrivé de demander parfois 2000, parfois 4000. Typiquement, quand il y a des marques qui demandent plusieurs vidéos, je réduis le prix. Bon, pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais ça peut être extrêmement cher. Après, moi, je vends jamais. En fait, moi, je pars du principe que je veux pas vendre juste la vidéo sur TikTok, parce qu'en fait, une fois qu'elle est créée, autant capitaliser sur tous les réseaux où tu es. Parce qu'en fait, on sait très bien que la vidéo peut ne pas percer sur TikTok. Bah, autant tenter sur Insta. Moi, ça m'est arrivé une fois que la vidéo a fait genre 400 000 sur Facebook. J'avais genre, je sais pas, 100 000 abonnés sur Facebook. Et
Sur TikTok, Insta, ça n'avait pas du tout marché. Et sur Facebook, ça avait explosé. On ne sait pas pourquoi, tu vois. Donc en fait, une fois que la vidéo est créée, autant capitaliser dessus, la mettre de partout en fait. Ouais, donc, Donc carrément. après, honnêtement, en général, 1 million d'abonnés sur TikTok, tu vends 1000 euros minimum en général. Ouais. Mais j'ai des amis, je connais des gens qui les vendent jusqu'à 5000 en vrai. Ouais, moi aussi Qu'on pareil, mais ça connaît, dépend de la niche, c'est pour ça ça que je dépend disais en fait énormément de la niche. Évidemment, en fait, une niche qui est par exemple humour, je pense cosmétique, où il y a beaucoup de concurrence, bah, beaucoup de marques aussi, bah forcément pour moi les prix sont pas très élevés par rapport à nous en fait où bah, on travaille pas avec beaucoup de boîtes et si tu travailles avec par exemple, moi je travaille avec des grandes banques, bah il y a un petit peu plus d'argent et donc forcément comme il y a aussi moins de concurrents à qui proposer l'argent, bah les prix augmentent évidemment. Ouais, non, carrément. Mais en vrai, pour donner des chiffres, on va dire, nous, avec à peu près 3 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues, tu peux gagner entre 5 et plus de 30 000 € par mois, même, ouais, même peut-être dit 50. En vrai, Ouais, enfin, 50, bon, tu il y gagnes va pas comme un 50 bourrin. par mois je pense à ce moment-là. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y va vraiment comme un bourrin. Après, il faut savoir que moi, je connais quelqu'un, tu vois, qui est à peu près dans notre tranche d'abonnés, à peu près dans la même thématique, qui a eu des mois en négatif. Parce que bon, il y a aussi des montages, enfin, il y a des monteurs, etc. Et c'est possible, enfin, Ah ben, bah, quand en t'as pas fait, les disons que si bonnes t'as pas de collab. agences, Non, mais et ouais, c'est ça. si t'as pas. En fait, par exemple, en fait, c'est parce qu'on voit un mois en particulier. Disons qu'au mois de janvier, tu fais pas de collab et que t'as payé Bon, des après, trucs. je dis ça aussi pour les gens, tu sais, qui Ah regardent oui, et non, qui mais seraient évidemment. intéressés C'est par le ça monde qu'on de dit, l'influence. bien sûr. Mais Il faut être conscient que la tu peux perdre plupart, de c'est quand l'argent. même des très très beaux montants. Mais ça peut arriver que Ah, mais ça, ouais. Mais ça en fait, m'a. après, quand tu regardes sur l'année, tu perds pas forcément de l'argent. Oui, Donc, en fait, si le mois de janvier, tu as gagné 50 000, mais février-mars, tu as gagné zéro, ou tu as perdu de l'argent, ouais. oui, tu as perdu de l'argent, mais en réalité, tu as quand même gagné 15 000 par mois si on Bon, là, lisse. l'exemple que j'ai en tête, bon, Là, j'ai après, compris. Non, là, mais j'ai compris c'était l'exemple. pas ça, mais, Non, non, mais oui. évidemment. Mais en fait, c'est que tu as des frais côté Mais, créateur de contenu, tu as des frais externes, donc tu as des frais, je sais pas, si tu dois acheter une caméra, des frais de fonctionnement, tu as des monteurs à payer. Bah, si tu pas de collab, évidemment, c'est toi qui finances tout ça en fait. Mais je pense qu'honnêtement, normalement, pour moi, tu n'as pas à faire appel à de l'externe comme cela si tu gagnes pas d'argent parce que ouais, je suis d'accord. réellement, tu as le temps. Enfin, on n'est pas ministre, n'abusons pas. Et donc, en fait, je pense qu'au début, si après tu gagnes 5 000 € par mois, tu peux dépenser 1 000 ou 1 500 pour du montage, il n'y a pas de Ouais, problème. clairement. Mais après, il faut quand même trouver les collabs de l'autre côté. Enfin, après, il faut juste adapter en fait son train de vie. Et c'est pas mauvais pendant 3 mois d'arrêter de faire du montage. Tu peux le faire toi-même. Et après, de repartir ensuite, pour moi, c'est pas problématique non plus. Tu vois. Ouais, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui sont intéressés par le monde de l'influence. Ah oui, mais on gagne pas que de l'argent en fait. Et Ouais, en fait, ceux qui gagnent, en fait, 80% des influenceurs sont des micro-influenceurs, donc moins de 10 000 abonnés. Et en fait, il y a 20% qui ont plus de 10 000. Mais en fait, des gens qui gagnent, je pense, plus de 2 000 € par mois, mais c'est 1%. S'il faut moins. Et je pense que les gens qui gagnent 10 000 par mois, mais en fait, c'est personne. En réalité, c'est quelques personnes, bah, forcément, qui gagnent de l'argent. Mais la plupart du temps, les influenceurs ne gagnent pas d'argent ou ils en gagnent très peu. Donc, il ne faut pas croire qu'ils vont vivre leur meilleure vie. Oui, Squeezie, MrBeast font de l'argent. oui. Mais en fait, ça, c'est les gens que tu vois. Mais les gens qui ont genre 200 000, 300 000 abonnés, bah, ils ne tournent pas à 10 000 par mois. Loin de là, en fait. Ils gagnent peut-être même pas d'argent. Moi, j'avais des amis qui avaient 1 ou 2 millions d'abonnés sur TikTok. Ils gagnaient 0 €. Ils faisaient pas de collab, en fait. Parce que les marques voulaient pas d'eux. Bon, moi, j'ai quand même eu le côté inverse, hein. Des gens avec pas beaucoup d'abonnés qui gagnent beaucoup Ah d'argent. ouais? Mais, ouais, moi, Mais via les sponsors? Ou via d'autres choses? ouais, non, il y a les deux, mais en vrai, enfin. Parce que via. Parce que moi, je Oui. parle pas que des sponsors, tu vois, je Ah parle de oui, alors, globalement. bah, il faut, mais Oui, dans ce ouais, cas-là, c'est plus en mode entrepreneur, tu as des business ouais, à ouais, côté que tu vends autre chose. Mais si tu mises que sur les partenariats, bah, c'est là, en fait, c'est là le danger, tu vois. C'est ouais. quand tu ne mises ta monétisation que sur les partenariats, quand on n'aura pas, bah, t'es mort concrètement. Alors qu'après, en effet, si tu bah, as une formation, tu vends des produits, des trucs ou d'autres trucs, bah, forcément, tu peux avoir de l'argent supplémentaire, donc tu ne mises pas que sur les réseaux. Ouais, et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui voudraient se lancer là-dedans. Quel conseil tu donnerais, du coup, pour réussir en tant que créateur de contenu, influenceur? Pour moi, le premier truc, c'était comme moi quand j'avais commencé, c'était pas de se dire je vais devenir hyper riche avec les réseaux, parce que je pense que ça te pervertit directement à l'esprit. Tu te dis je vais tout faire pour l'argent. La question, c'est qu'est-ce que tu peux apporter aux gens qui va les intéresser. Honnêtement, j'ai fait un carousel, je crois, c'est ce week-end que j'ai sorti, et à un moment donné, il y a deux images. Il y en a une, c'est soit tu peux raconter 100 choses que tu fais, soit tu peux apporter une chose que les gens vont apprécier. En fait, quand tu racontes ta vie, mais les gens s'en foutent, bon, hors cas exceptionnel, les gens s'en foutent. Mais si toi tu peux apporter de la valeur à quelqu'un, ben les gens vont t'apprécier parce que tu leur as appris quelque chose. Alors, les gens passent des heures sur les réseaux sociaux. Si toi tu as pu être un peu une lueur intellectuelle ou de valeur parmi ces 3 heures sombres, ben, c'est extrêmement important. Et en fait, quand tu vas apporter de la valeur aux gens, ben forcément les gens vont se dire cette personne elle est intelligente, elle m'apporte quelque chose, je vais m'abonner, je vais l'aider, je vais répondre, envoyer des commentaires et tout, et envoyer de la force. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour les gens. Les gens, s'ils te donnent leur temps, bah, il faut que tu sois utilisé à bon escient. Tu as 30 secondes,
bah moi, ces 30 secondes, je veux faire quelque chose d'utile pour ces gens-là, leur apporter de la valeur. Et quand tu apporteras de la valeur, forcément, derrière, il y a tout qui va augmenter les abonnés, les likes, les commentaires, les marques, évidemment, parce que les gens vont se dire, bah, cette personne-là est quali. Je pense que tu connais aussi Maxime Pfeiffer, Maxime Click. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est un mec qui explose en ce moment sur YouTube. Il est genre à 600 000 abonnés en moins d'un an. Et en fait, il fait du montage. Tu vois. Il parle de choses, mais assez légères et tout. Mais il le fait d'une manière de storytelling qui apporte de la valeur, même s'il il peut te parler juste d'une vidéo de MrBeast. Mais il le fait d'une manière, en fait, qui est tellement aussi bienveillante et sympa. Je trouve que tu as envie de rester sur ses vidéos. Et pourtant, il t'a pas apporté, tu vois, de la valeur qu'on pourrait dire Ouais. intellectuelle ou quoi. Mais juste, ça t'a donné un bon mood. Et Et aussi, la ça, valeur, les gens se apprécient. trompent beaucoup sur le mot valeur. La valeur, c'est beaucoup de choses. Ça peut être de Ah bah l'humour, du oui, divertissement, de mais juste que tu l'éducation. passes, pour moi, c'est Ouais, passer un bon moment. ouais, Ça peut être donc éducatif, mais ça peut être en fait humour, ça peut être expliquer du storytelling. Mais en fait, c'est tellement important pour les gens parce que les gens qui dansent, ok, mais en fait, les gens qui dansent, on peut les remplacer demain en fait. J'ouvre TikTok, je trouve plein de gens qui se remplacent entre eux. Et en fait, apporter une petite touche personnelle, c'est là en fait la force des plus grands créateurs et qui dure dans le temps. On a vu sur les youtubeurs, hein, les gens qui ont su se renouveler aussi, bah, c'est aussi ça le talent. Parce qu'en fait, les gens, j'en ai vu plein en fait sur TikTok, tu vois, ça fait 3 ans et demi. ouais, Bah, les gens en soirée, il y a 3 ans, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y en ouais. a plein qui ont abandonné, qui n'ont pas su se renouveler ou qui en ont eu marre. Parce que moi, je comprends, parce que quand tu fais 3 ans toujours les mêmes vidéos, ça peut te saouler. Et aussi, donc, c'est cette capacité à apporter des choses, mais aussi à se renouveler et à faire des nouvelles choses. Parce qu'en fait, typiquement, moi, j'ai toujours parlé d'argent, mais en fait, j'essaie d'aborder le prisme de différentes manières. Et Ouais. c'est aussi ça, tu vois, le truc, toi, je sais pas, tu adores une thématique, bah, il faut juste aborder la thématique sous plein d'angles différents. Et tu vas attirer des nouvelles personnes. Je pense que le but, c'est ça, c'est juste de partager des choses et ensuite tu deviens influenceur. Se dire je veux devenir influenceur. Parce que les gens qui disent je veux devenir influenceur, c'est que pour l'argent, c'est pas pour autre chose. Ouais. L'argent ou la fame. Ouais, la fame aussi. Voilà, donc mais Mais dans ce 100% cas, aligné avec tout ce que tu as dit. donc en fait, dans ce cas-là, bah tu peux devenir acteur, tu peux devenir joueur de foot, enfin, Ouais, il vaut bon, mieux. après, c'est plus simple de Ah, c'est le devenir talent. Ah bah évidemment, influenceur que... influenceur, ça requiert aucun talent. Acteur en France, je suis pas sûr qu'il y ait certains aient du talent. C'est encore une autre chose. Mais en soi, tu vois, les gens, il faut qu'ils apportent quelque chose et qu'ils sachent se différencier. C'est juste ça. Et ensuite, vous verrez que si vous kiffez vraiment, bah, ça va se voir et les gens vont apprécier vos vidéos et vous suivre, je pense, d'eux-mêmes. Mais par contre, c'est sûr que c'est injuste. Le monde des réseaux sociaux est injuste. Il y a plein de gens, moi pendant des mois, longtemps, par exemple sur Instagram, je montais pas et tous les gens abonnés qui étaient dans mathématiques montaient. Et tu vois, je me disais, mais pourquoi je monte pas? En fait, ça, c'est aussi une question de persévérance, etc. Et en fait, c'est la Tout, persévérance et en tout fait de se dire, en fait, mais c'est injuste, tu vois, les réseaux. C'est-à-dire que quelqu'un avec la même vidéo que toi, bah, va peut-être percer, peut-être pas du tout par rapport à toi, tu vois. Mais juste se dire que toi, tu es persévérant, la régularité fait que tu Bon, vas après, finir il y par a d'autres exploser. facteurs aussi. Mais Enfin, évidemment, l'intonation, le visage, etc. ah non, Enfin, oui, plein de bah trucs. oui, mais tu vois, c'est pour ça que c'est injuste. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que si t'es un beau gosse sur les réseaux ou une belle gosse, bah tu vas réussir plus facilement. C'est évident, tu vois. On le Non, mais sait, c'est... il y a aucun secret là-dedans. C'est injuste, mais ça veut pas dire que tu vas pas réussir, ça sera plus compliqué. Mais il y en a très bien qui arrivent parce qu'ils ont persévéré et qu'ils ont montré leur talent par rapport à certains qui peuvent se reposer sur leur laurier, typiquement. Je vais juste te poser la dernière question du podcast que je pose à tout le monde. C'est quoi le site ou l'application la plus utile que tu as sur ton Ah, j'aurais téléphone? dû la préparer, zut. En Le vrai, site, si t'en as même plusieurs, etc. alors, l'application que j'utilise le plus, ah, c'est terrible, c'est les réseaux sociaux, donc c'est terrible de dire Non, ça. mais un truc un peu original. Un peu original, j'ai quoi? Même dans les astuces que tu as pu faire, tu vois. Je pense que les trucs que j'utilise le plus, moi, c'est mes comptes, c'est les trucs de banque et le trading. Ah ouais? Attends, t'es matrixé par ça? Moi, je passe ma vie à regarder. Non, c'est quoi l'application que j'utilise le plus sur, c'est CapCut. Attends, est-ce que j'en ai vraiment une que CapCut, ça sert à quoi par exemple? Attends, est-ce que j'en ai une autre sinon? Ouais, je pense que l'application que j'utilise le plus, moi, c'est pour faire mes montages, c'est pour faire CapCut. Donc, contrairement, tu vois, à certains qui font appel à des gens pour faire leur montage, moi, je fais tout mon montage moi-même et je savais pas faire du montage. Et Premiere Pro, c'est quand même très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, je monte tout sur CapCut. Donc, CapCut, c'est l'application de montage qui avait été créée par TikTok. Et donc, en fait, là-dedans, moi, je la trouve hyper pratique. Tu peux faire le texte automatiquement et tout. Moi, je trouve ça trop cool. Je fais des cuts et tout. Je m'amuse parfois, je fais n'importe quoi et tout. Je m'en fous, c'est des vidéos de 30 secondes. Et je trouve que cette application, c'est le truc qui a révolutionné, je pense aussi, la création de contenu en général. Parce que tu n'as plus besoin de faire appel à des gens qui sont extrêmement bons, à faire de Premiere Pro et tout. Tu peux faire CapCut. En un quart, tu peux monter des vidéos en fait qui peuvent faire des vues. Donc, pour moi, c'est une des plus utiles. Et honnêtement, moi, j'ai très peu d'applications sur mon téléphone. Je pense que c'est aussi une astuce qui est sur votre téléphone. Moi, souvent, je suis soit en noir et blanc, j'ai pas de notification et j'ai très peu d'applications parce que je me suis rendu compte que sinon tu passes vraiment ta vie sur ton téléphone. Ouais, carrément. Et juste ça, le fait parfois même de regrouper toutes les applications dans un dossier, comme tu dois rajouter une tâche pour y aller, bah, tu y vas beaucoup moins. Et en application de finance, c'est quoi l'application la plus utile que tu as en finance que tu peux recommander?
Bah, celle que j'utilise le plus, évidemment, pour le compte titre, bah, évidemment, je suis en collaboration commerciale avec eux, hein, mais c'est Trade Republic pour moi qui est vraiment. Avant, j'utilisais typiquement Revolut et je suis passé sur Trade Republic, bon, aussi pour la cola, mais c'est surtout que je trouvais ça hyper simple d'utilisation. Je me suis dit, bah, pourquoi pas directement mettre de l'argent et maintenant, en fait, j'utilise au quotidien. Mais par exemple, tu vois, aussi pour mon PEA que je regarde aussi tous les jours, j'utilise Bourse Direct. Pour la banque, en fait, j'utilise à la fois Trade Republic et Revolut, aussi ma banque traditionnelle, hein, tu vois. Mais ça dépend, en fait, bah, même, tu vois, pour les cryptos, j'utilise Binance et Trade Republic aussi, tu vois. J'utilise ça dépend en fait de qu'est-ce que j'utilise au quotidien, mais j'ouvre ces applications 4-5 fois par jour. Donc en fait, c'est vraiment, elles sont toutes mes préférées. J'adore regarder la variation de mon portefeuille en fait en réalité. Et si tu peux nous dire les avantages de de cette application, ça serait quoi? Bah, je pense que à chaque fois, c'est la simplicité d'utilisation, euh, la transparence et le nombre d'investissements que tu peux faire dessus. Tu vois, genre Ok. typiquement sur Trade Republic, Bourse Direct ou même Binance, hein, il y a énormément d'actifs dans lesquels tu peux investir et je trouve que ça c'est hyper pratique avec souvent peu de frais. Et ce que je recherche, tu vois, moi ce que je recherche vraiment, c'est toujours la simplicité et les frais. Si je peux ne pas dépenser trop d'argent, c'est toujours avec plaisir. Ouais, carrément. Un grand merci Charles pour nous avoir partagé ton expertise et tes astuces dans le domaine de l'économie et de la finance. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Cher auditeur, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À plus.